Bonjour aux premières personnes qui nous rejoignent pour ce Facebook Live. On va attendre d'être un tout petit peu plus nombreux avant de commencer. Merci aux premières personnes qui arrivent, voilà, tout doucement. Nous sommes déjà 56 personnes, donc je pense qu'on va pouvoir y aller. Ça va très vite. Alors, comme tous les mercredis, je suis avec le docteur Stéphane Tardif, qui est docteur vétérinaire comportementaliste. Et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, le thème de ce Facebook Live, c'est la santé du chien, puisque la semaine dernière, c'était la santé du chat, donc chacun son tour. Donc le docteur Stéphane Tardif est là pour répondre à vos questions sur la santé du chien, mais attention, bien sûr, il ne s'agit pas de consultation en live, hein. Il s'agit simplement de conseils assez généraux sur des problèmes que vous pouvez rencontrer, mais si votre animal est malade ou que vous suspectez un problème, il faut absolument consulter un vétérinaire parce que lui-même sera le plus à même de vous conseiller. Le docteur Tardif n'est pas là pour faire une consultation en direct. Hein. Et malheureusement, de toute façon, c'est impossible puisque je ne peux pas voir l'animal, faire les palpations, tout ça. Donc, je peux souvent pas répondre à la question en fait. Donc, c'est plus des questions sur le suivi des maladies ou des problèmes chroniques que je vais pouvoir traiter dans ce live. Et justement, on va commencer avec la première question, qui est une question d'Hélène. Hélène, elle a un bulldog français qui est assez fragile, il fait des gastro régulièrement, et elle aimerait savoir quel traitement vous préconiseriez pour soigner cette gastro et la prévenir. Oui, alors voilà, là la question est très bien tournée parce que justement, ça traite un problème régulier. La gastro, c'est souvent un terme qu'on utilise dans le langage courant. Ça désigne en général une gastroentérite. Donc, les symptômes sont les diarrhées et vomissements. Une inflammation du tube digestif, ce n'est pas une maladie, hein. Il s'agit de symptômes. La maladie, c'est généralement dû soit à une infection, soit à des parasites, ou il y a encore d'autres causes. Il peut y en avoir beaucoup. C'est même le tableau complet de toute la médecine pour la diarrhée et les vomissements. Beaucoup de maladies peuvent provoquer ces symptômes-là. Sur des problèmes comme ça courants, chroniques, où on a des petites gastro qui apparaissent régulièrement, mais on n'a pas forcément de cause associée à ça et ça ne devient pas très grave, on peut donner des petits traitements d'appoint. Ça peut arriver effectivement qu'il y ait une petite diarrhée suite à un chien qui boit dans une petite flaque d'eau par exemple. Et dans ces cas-là, effectivement, il n'y a pas forcément besoin de mettre des antibiotiques, voire même d'aller chez le vétérinaire, effectivement ça peut passer, mais on a quand même envie de donner un petit traitement d'appoint. Donc pour ça, par exemple, vous pouvez utiliser le Smecta, qui a tendance à absorber au niveau des selles l'humidité et donc à limiter la diarrhée. Donc le Smecta comme nous. Le même, effectivement, c'est la même molécule, hein, il s'agit d'un pansement gastrique, d'un pansement intestinal, pardon, et ça a un rôle mécanique, donc ça ne vient pas effectivement corriger la cause si jamais c'est une infection par exemple, et ça vient traiter les symptômes. Donc ça peut être à donner en premier lieu sur une petite diarrhée pour déjà atténuer les symptômes avant de voir si jamais il y a besoin d'une consultation, si jamais ça se prolonge. La dose c'est à peu près un sachet pour 20 kg. Et n'oubliez pas que cela ne corrige pas le problème. Si jamais il y a une cause plus grave, il faudra aller consulter. Hein. Ça vient uniquement, éventuellement, si jamais c'est une petite diarrhée passagère, limiter les symptômes. De la même façon, pour prévenir de ce diarrhée régulière, on peut donner des probiotiques, par exemple, dans l'alimentation. Ça favorise la santé de l'intestin, en permettant aux bactéries qui s'y trouvent d'avoir un bon équilibre. Les probiotiques, c'est des nutriments et des morceaux de bactéries, voire même des bactéries entières, qu'on donne justement pour participer à l'équilibre de la flore. Sous forme de cure? Alors ça peut être sous forme de cure, mais ça peut être un complément alimentaire à donner au quotidien en fait. Hein. Donc ça dépend, il y a différentes formules, mais à voir avec celle qui est proposée par votre vétérinaire. Merci docteur Tardif. Une question de Christine qui est d'actualité puisqu'il s'agit du froid et en ce moment c'est vrai qu'il fait très froid. Elle demande si son Jack Russell peut faire de l'arthrite lorsqu'il fait froid. Et elle détaille, elle dit, c'est-à-dire s'y reprendre à plusieurs fois pour sauter dans le fauteuil. Ouais, alors la remarque est très pertinente. Je vais juste corriger un petit défaut de vocabulaire. On dit l'arthrite désigne une inflammation de l'articulation qui est souvent due à une infection. Dans ce cas-là, je pense qu'elle parle plutôt d'arthrose, c'est-à-dire effectivement les inflammations d'articulation, mais qui sont dues en général au vieillissement. Le froid, couramment, on parle en santé humaine de rhumatisme, c'est l'arthrose effectivement chez nous, qui provoque des douleurs et qui s'éveille souvent à l'occasion d'un grand froid. Et bien c'est exactement pareil pour les chiens, effectivement. À l'occasion des grands froids, ils peuvent avoir des douleurs rhumatoïdes, hein, enfin des douleurs arthrosiques, quoi, qui vont se réveiller dans les membres et ça va limiter leur déplacement, effectivement. Vous allez avoir un chien qui va avoir une démarche plus raide, avec des membres un peu plus tendus, notamment les postérieurs, très souvent au niveau des hanches,
que ça se voit en premier, et qui va limiter ses déplacements. Donc ça peut être monter sur les meubles, comme le canapé, tout à fait. Comme il a mal, il appréhende le saut, donc il met un peu plus de temps à le faire, voire il ne le fait pas. Les escaliers, très souvent aussi, on ne se rend pas compte à quel point un escalier est une épreuve pour les articulations d'un chien, notamment les articulations du bassin. Le fait de descendre des escaliers peut leur faire mal et ils se mettent à avoir peur des escaliers. Donc pas hésiter effectivement à soulager son chien dans ses déplacements. Faut savoir que ce qui leur fait mal au moment de l'arthrose, c'est le choc lorsqu'ils font des petits sauts comme ça. Donc chaque fois que vous lui évitez de faire un petit saut, par exemple en descendant du canapé, vous lui évitez un petit choc dans le bassin qui lui fera du bien. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, par exemple appliquer des poches d'eau chaude? Alors malheureusement, c'est délicat à faire parce qu'effectivement ça peut se faire, mais ça demande du temps, demander le chien de rester immobile. C'est pas toujours évident à mettre en place. Pour moi, ce qu'il y a de plus simple et le plus facilement réalisable avec les chiens, c'est la mécanothérapie. Ça consiste à faire des petits massages. Vous prenez le membre de votre chien et vous pliez, vous étendez chacune des articulations une vingtaine de fois environ. Très délicatement, hein, le but est juste de faire travailler l'articulation, de la faire bouger. Et ça limite les douleurs. Il faut savoir que l'arthrose, c'est une maladie qui se déclenche à froid. Bon, pas seulement pendant les périodes de froid, mais on dit à froid parce que ça se déclenche en fait après une période d'inactivité. Vous restez immobile, allongé, et quand vous bougez, vous avez mal au niveau de l'articulation qui reste immobile. C'est exactement pareil chez les chiens, on les voit souvent au moment où ils se lèvent, avoir du mal à s'étendre, à s'étirer, ou même parfois pousser des petits couinements parce que c'est là où ils ont le plus mal. Donc ça soit voilà, vous leur faites des massages comme ça. Et des mouvements de l'articulation. Et ça a tendance à limiter le développement de l'arthrose et à soulager un peu l'animal, lui permettre de marcher plus facilement. Une question de Jessica, docteur Tardif. Comment faire pour limiter les pertes de poils? Est-ce qu'on peut déjà les limiter à part le brossage? Est-ce que l'huile de saumon est vraiment efficace? Alors, les pertes de poils, c'est un problème effectivement assez continu au cours de l'année parce que normalement le chien mue. Un chien qui vit à l'extérieur, effectivement, qui est soumis aux variations de température des saisons, va avoir un poil plus dense pendant l'hiver et il va le perdre pendant l'été. Donc on observe des pics de poils chez certains chiens qui sont perdus comme ça. Mais beaucoup des chiens qui vivent dans nos maisons et nos foyers avec un chauffage constant toute l'année ont tendance à perdre leurs poils toute l'année. Il n'y a malheureusement pas grand chose à faire pour empêcher les poils de tomber, si ce n'est de les brosser et de les récupérer, donc avant qu'ils arrivent dans le salon. Sachant que, évidemment, ça je crois que je l'avais déjà dit la semaine dernière avec les chats, mais c'est toujours la même chose, effectivement. Quand on brosse l'animal, on a l'impression qu'il y en a toujours autant sur la brosse et qu'il y en a toujours autant sur l'animal et que ça ne sert à rien de brosser. Mais fondamentalement, il faut garder à l'esprit que tout ce qu'il y a sur la brosse, ce n'est pas dans votre salon. Donc c'est utile de brosser et de brosser très régulièrement. Pour certains chiens, c'est plusieurs fois par jour même. Hein. Et après, pas hésiter aussi à donner des compléments alimentaires qui limitent la perte de qui favorise la bonne santé du poil. Et alors pour le coup, l'huile de saumon, qui contient des acides gras essentiels, notamment les oméga 3 et les oméga 6, qui sont responsables notamment justement de la bonne santé du poil, et de la couche de sébum de gras justement qui le recouvre et qui lui donne cet aspect doré et luisant. Donc ça peut être bien effectivement de donner ces compléments alimentaires pour avoir un poil luisant. Mais ça ne limite pas la perte de poil, hein. Ça donne juste un poil en bonne santé. Peut-être que l'alimentation est à changer éventuellement aussi. Ça joue sur la qualité du pelage, mais ça ne va pas jouer sur la perte de poils naturelle, c'est ça que je veux dire en fait. C'est-à-dire que c'est toujours bon de donner ces compléments alimentaires pour la qualité du pelage, qui sont normalement d'ailleurs présents dans un certain nombre de gammes de croquettes haut de gamme, hein, donc c'est pas forcément la peine de les rajouter en complément, parce qu'ils sont déjà présents, il faut vérifier s'ils sont sur l'étiquette effectivement. C'est pas le cas de toutes les gammes de croquettes, donc ça à vérifier. Mais les oméga 3, les oméga 6 et les acides gras essentiels, ce sont eux qui favorisent effectivement la bonne santé du poil. Mais ça limite pas la perte de poils naturelle. Merci docteur Tardif. Une question de Michel. Mon bulldog a le nez sec, que puis-je lui mettre sur le nez? Oui, alors la vaseline, ça peut être pas mal pour couvrir les muqueuses en cas de grand froid, effectivement, mais sinon, il ne faut pas se soucier, ça arrive que le chien ait la truffe un peu sèche. Ce qui va déterminer une truffe qui va être en mauvaise santé, ça va être des inflammations. Donc déjà que le chien ait envie de s'y toucher, qu'il y ait des léchages et des traces rouges tout autour. Il peut y avoir aussi parfois des petites craquelures anormales avec des petits squames de peau qui peuvent se développer, mais il faut se méfier parce que la truffe a parfois un aspect craquelé très naturellement. Donc une truffe sèche n'est pas forcément un problème, mais si jamais vous avez le sentiment qu'effectivement la muqueuse est sèche et que c'est dû au grand froid, le protéger comme on le fait avec les coussinets, avec une petite couche de graisse comme ça, donc vaseline, ça peut être pas mal. Alors attention parce que c'est une truffe, donc il ne faut pas bloquer ses voies respiratoires, hein, c'est pas comme les coussinets. Ça doit être une très fine couche à peine que vous devez mettre et surtout pas devant le nez, c'est vraiment pour couvrir sur le côté. Merci docteur Tardif. Une autre question de Bénédicte.
Bonjour, est-ce que l'âge avancé chez le chien peut jouer sur sa prise de poids? Car mon chien Boston croisé Rottweiler est malade il y a quelques années. Il a été malade il y a quelques années, ce qui lui a causé une grosse perte de poids. Il est aujourd'hui âgé de 11 ans et mange pourtant beaucoup, mais ne grossit toujours pas. Il est très maigre. Alors oui, naturellement. Alors c'est pas tant la vieillesse qui joue sur la prise de poids qu'en fait toutes les conséquences qui peuvent être dues à la vieillesse, notamment les maladies métaboliques. Ça peut être un organe qui a du mal à fonctionner. Ça peut être aussi une tumeur. Il faut évoquer ces hypothèses. Il peut y avoir tous ces phénomènes-là, puis même tout simplement le fait que l'animal mange moins, s'alimentant moins, il a moins d'énergie, donc il prend moins de poids. Donc il peut y avoir beaucoup de causes possibles au fait que l'animal ne prenne pas de poids. Par contre, c'est un facteur extrêmement important pour surveiller justement son état de santé. Il y a beaucoup de maladies qui ne se manifestent que par une limitation de l'alimentation et donc une courbe de poids qui va en diminuant très lentement. Et notamment par exemple les insuffisances rénales ou certaines tumeurs justement qui peuvent évoluer à bas bruit avec juste un amaigrissement observable pendant les mois qui précèdent le déclenchement de la maladie. Donc c'est très bien de surveiller le poids de votre animal, de faire même une courbe de poids, vous le pesez régulièrement, à chaque fois que vous en avez l'occasion en fait, mais ça peut être bien de le faire plusieurs fois par mois, et vous le notez sur le carnet de santé par exemple, pour avoir justement un tracé, et comme ça vous pouvez voir à un moment donné effectivement quand la courbe de poids commence à diminuer et surtout que la diminution s'accélère, s'il n'y a pas d'autres symptômes, c'est un motif de consultation. Il ne faut pas hésiter à emmener son chien chez le vétérinaire si vous avez le sentiment qu'il perd du poids, même s'il n'y a rien d'autre. Une autre question de Kat. On a détecté un épulis sur mon chien Golden Retriever qui se fait opérer le 5 mars. Est-ce que cela comporte des risques? J'ai très peur pour lui. En général, c'est le genre de chirurgie externe qui se passe relativement bien. Donc le seul risque qu'il y a par rapport à ce chirurgie, c'est le risque anesthésique. Qu'est-ce que c'est un épulis? C'est une petite boule de peau qui dépasse un petit peu et qui peut s'infecter aussi. On peut y avoir des fois des... Parlez bien fort, docteur Tardif, oui, parce qu'on voit que le son est très bas. Donc c'est une petite boule de peau. Dites-nous d'ailleurs si vous entendez bien ou pas bien, dites-le nous. Ouais, n'hésitez pas, parce que ça m'arrive de parler un petit peu dans ma barbe, donc je m'excuse d'avance. Donc voilà, non, qu'elle ne se fasse pas de soucis, bien surveiller qu'effectivement, après il n'y ait pas de léchage au niveau de la plaie chirurgicale ou des choses comme ça, mais normalement il n'y a pas de risque supplémentaire par rapport à ce genre de chirurgie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chirurgies qui sont délicates sont les chirurgies qui vont traiter un problème souvent interne, des choses comme ça, ou les chirurgies où l'état général de l'animal est affecté. Il va y avoir des symptômes digestifs, ou alors il ne mangera plus, il sera plus faible. Là, effectivement, le risque est augmenté. Mais quand l'animal est en bonne santé et que le problème est externe, il n'y a pas de contre-indication à opérer, il n'y a pas de risque, pas de souci à se faire. Elle parle d'un épulis au niveau de la gencive. Oui, bah voilà, une petite masse typiquement qui apparaît. Alors ça arrive très fréquemment dans la gueule, les épulis. Une question de Florence. Mon chien a des problèmes de levure uniquement aux oreilles. Mon vétérinaire me dit que c'est incurable, qu'il sera toujours embêté. Oui, alors c'est pas tant incurable que ça, mais effectivement les otites, c'est un cavalier parasites, sont ont tendance à revenir très souvent. C'est très difficile de se débarrasser de ça. Il faut savoir qu'effectivement on a, alors normalement c'est pas parmi la faune naturelle qui est présente dans les oreilles, parce qu'on a des bactéries qui vivent à la surface de la peau, mais là il s'agit de levures, ce sont des champignons, en général il s'agit de candidats. Normalement, elles ne sont pas présentes dans l'oreille, effectivement. Mais de temps en temps, elles s'y retrouvent et dans ces cas-là, c'est très difficile de se débarrasser de ça. Les traitements qu'on met pour les otites comportent souvent des antibiotiques et des antifongiques, justement parce qu'on traite très souvent les candidats, même si on n'est pas sûr de leur présence. Donc, il faut garder patience, bien appliquer les traitements, même s'il n'y a plus de symptômes, il faut aller jusqu'au bout du traitement, parce que si on arrête avant, en fait, les champignons qui restent sont très peu nombreux et ne suffisent pas à faire des symptômes, mais vont repartir et refaire une infection derrière, donc c'est pour ça qu'on a souvent des rechutes aussi. Donc pas hésiter à appliquer le traitement jusqu'au bout et puis persévérer. Il y a des rechutes, ça arrive assez régulièrement, donc il ne faut pas désespérer. Une question de Marjorie. Son chien fait beaucoup de kystes de sébum, faut-il percer ou ne pas y toucher? Ça, c'est extrêmement variable. Ça dépend énormément de la localisation du kyste, de la taille. Il y a des kystes qui forment juste une petite bosse
petite déformation de la peau, ça gêne pas trop. Il y en a certains, ça fait carrément une boule comme un sac qui pendouille et qui peut s'attraper un peu partout. Donc dans ces cas-là, c'est mieux de l'enlever. Donc ça dépend énormément du chien et de sa situation et de là où est située la masse. Donc ça peut être recommandé de l'opérer, mais par exemple, on en parlait tout à l'heure, un vieux toutou avoir des risques anesthésiques augmentés sur une masse qui j'aime pas trop et qui ne bouge pas, qui ne grossit pas, on préfère ne pas trop y toucher. Une question qui va vous plaire, docteur Tardif, puisqu'il s'agit des vaccins. C'est une question de Léna qui demande ce que vous pensez des vaccins. Alors là, on pourrait faire un lagantier dessus. Elle demande, est-il vraiment nécessaire de le refaire tous les ans ou tous les 3 ans, ça suffit? Alors, le problème, c'est que, il me semble que j'avais déjà abordé ça, mais c'est un sujet qui est très délicat, parce qu'on n'a pas vraiment la réponse. Les laboratoires nous éditent les vaccins avec une durée de rappel qui dure 1 an, mais il y a une marge de sécurité qui est sur ces rappels. Donc effectivement, en pratique, l'immunité d'un animal peut durer 2 voire 3 ans derrière, et on n'est pas forcément obligé de faire le rappel tous les ans. Mais en pratique, pour en être sûr, il faudrait faire un test immunitaire pour voir, justement, un test sérologique pour voir si le chien a encore suffisamment d'anticorps au bout de 2 ans ou au bout de 3 ans pour savoir à quel moment il faut faire le rappel. Et on n'a pas d'études qui nous permettent de savoir effectivement les risques qu'on prend à partir de 2 ans, à partir de 3 ans. Donc ça reste possible, mais c'est un petit peu hors notice, on va dire, et on n'a pas trop de données là-dessus. Donc à faire, on compte des risques, donc c'est un choix personnel. En pratique, les durées de rappel des vaccins sur la notice nous obligent à faire le rappel effectivement tous les ans, et pour le coup c'est nécessaire pour stimuler l'immunité du chien. Merci docteur Tardif. Une question de Roxane. Son chien Dawson assez âgé ne mange plus ses croquettes, j'ai l'impression qu'il a mal aux dents. Que puis-je lui donner à la place, sachant qu'il est en surpoids? J'ai lu qu'on pouvait lui donner certains légumes, elles auraient. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important quand on passe d'un régime croquette à autre chose, c'est que les croquettes, c'est un aliment qui est complet. Ça veut dire que vous avez juste à régler la quantité et vous avez automatiquement l'équilibre qui est apporté. Vous n'avez pas besoin de compléter avec tel ou tel nutriment, lipides ou oligo-éléments. Donc en rajoutant quelque chose à un régime croquette, on peut apporter un déséquilibre en rajoutant un seul et unique nutriment. Il faut faire gaffe à ça. L'avantage des légumes, c'est que de l'eau et des fibres, donc des oligo-éléments qui ne déséquilibrent pas vraiment la ration. On peut en rajouter aux croquettes sans trop la déséquilibrer. Mais il faut tenir compte de ça, se méfier de ce qu'on rajoute. Après, par rapport à son problème de dents, oui, là, effectivement, ça devient intéressant de passer sur un régime ménager ou simplement humide. On peut aussi donner de la pâtée, qui est un autre aliment complet. Mais un truc qu'il aura plus à mâcher, effectivement, parce que ça peut être douloureux pour lui. Donc, une autre solution qui marche aussi souvent bien, ça va être d'humidifier les croquettes. Les rendant plus molles, ça permet au chien de moins les mâcher, ça lui fait moins mal aux dents. Mais vous pouvez tout à fait les diluer en utilisant des légumes, donc des légumes verts, pas du riz ou des choses comme ça. Ça lui permet, ça va déjà humidifier les croquettes, puis ça lui permettra effectivement de moins les mâcher et de moins souffrir au niveau de ses dents. Une question d'Elisabeth, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, docteur Tardif, mais elle se demande, en fait elle a un cocker américain de 13 ans qui ne mange plus depuis 4-5 jours et respire assez vite. Est-ce que c'est pas inquiétant? Oui, beaucoup. Là, c'est un cas un peu particulier parce que je vais éventuellement pouvoir répondre à la question, mais il faut savoir que ces petits chiens-là, alors c'est plus vrai avec le Cavalier King Charles, mais les cockers ils sont aussi un peu sensibles, beaucoup de maladies cardiaques et donc les problèmes respiratoires, il faut s'alarmer extrêmement rapidement quand le chien a du mal à respirer pour aller consulter et voir si ce n'est pas un problème d'insuffisance cardiaque. Surtout si le problème est apparu brutalement, là il y a 4-5 jours, et évolue rapidement. C'est des problèmes qui peuvent décompenser très brutalement. Donc au moindre signe d'alerte, il ne faut pas hésiter à l'emmener en urgence, donc parfois même en dehors des horaires d'ouverture. Le signe d'alerte ultime étant un animal qui respire avec la gueule ouverte, avec beaucoup de bruit respiratoire, comme ça, et la langue qui devient bleue. La langue qui devient bleue signifie qu'il n'arrive plus à s'alimenter en oxygène, donc là c'est l'urgence véritable. Donc pas hésiter à les consulter pour vérifier au niveau cardiaque s'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Merci docteur Tardif. Une question de Christelle à propos de son jeune basset hound de 17 mois qui a toujours faim. Elle précise qu'il est vermifugé tous les 3 mois. Bon. Selon son paquet de croquettes, il devrait avoir 300 grammes par jour de croquettes sans céréales. C'est une dose pour 30 kg, mais elle lui en donne plus, elle lui donne 400 grammes par jour au lieu de 300 grammes par jour. Mais il cherche toujours à manger.
Il fait 27 kilos et reste très très fin. Comment faire pour qu'il se sente mieux rassasié, sachant qu'il mange avec un pipolino? Ouais. Oh, on est à la limite entre comportement et santé, mais c'est intéressant parce que voilà, c'est du comportement alimentaire, mais ça joue sur la santé. Le problème des croquettes, c'est que c'est un aliment qui est très dense. Il n'y a pas beaucoup d'eau dedans, donc c'est comme si nous on mangeait des barres de céréales toute la journée. On serait nourri, mais on aurait faim. Et donc là, votre chien, effectivement, il manifeste le fait que son estomac n'est pas assez rempli alors qu'il a largement la dose qu'il lui faut pour être satisfait au niveau de ses besoins. Donc la solution, c'est un petit peu comme on l'a dit à l'instant, ça va être de rajouter des légumes. En l'occurrence, là, des légumes verts, c'est exactement ce qu'il faut parce que ça va être juste diluer la ration, diluer au niveau calorique. Hein. Ça veut dire qu'il y aura un plus gros volume pour la même quantité d'énergie. C'est ça l'objectif, tout simplement, pour que votre chien n'ait plus la sensation de faim. Sans qu'on ait à rajouter sur son régime qui manifestement lui convient puisqu'il a un poids stable. Mais non, il est très très fin. Enfin, pour un cavalier, alors, ça dépend. Fin, c'est bien. C'est un basset. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il soit maigre. Effectivement, s'il est maigre, là, il y a un problème d'alimentation. S'il prend un peu plus que sa dose normale et il maigrit. Donc là, il faut aller consulter. Mais s'il est fin, c'est bien. Hein. C'est au contraire. Bon. Une question de Audrey. Audrey, elle est inquiète. Elle a un pitcher de 14 ans et demi. Elle demande comment bien prendre soin d'elle et comment savoir si elle va bien ou pas, car elle a peur de mal faire les choses. Et il n'a pas de problème particulier. Elle ne le précise pas, mais il a 14 ans et demi, donc je pense qu'elle est inquiète. Oui. C'est délicat hein, parce que tous les chiens ne vont pas manifester leur souffrance de la même façon. Certains vont pleurer alors qu'il n'y a pas grand-chose, voire rien du tout, et puis d'autres vont ne pas manifester la moindre souffrance alors qu'ils sont parfois à l'article de la mort. Donc c'est très très variable et très délicat. Ça dépend du caractère de votre chien et pour le coup comment il manifeste ses problèmes. Par contre, pour savoir s'il est en bonne santé, on ne peut pas toujours savoir comme ça visuellement. Hein. Malheureusement, il faut parfois faire un suivi. On parle de gériatrie pour le suivi des personnes âgées. Ça s'applique aussi pour les animaux et les chiens. Ça consiste à faire par exemple, arriver à 14-15 ans, effectivement, une prise de sang tous les ans pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème au niveau du rein, du foie ou des choses comme ça. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des problèmes qui évoluent avec aucun symptôme qui se manifeste, à part parfois juste une perte de poids ou des choses comme ça. Et on parle de décompensation, en fait, quand la maladie commence à manifester des symptômes, c'est-à-dire quand le corps arrête de masquer les symptômes en compensant, d'où le terme décompensation. C'est très fréquent avec les maladies cardiaques, avec les maladies qui touchent des organes. Ça peut arriver aussi avec les tumeurs. Au moment où la tumeur commence à vraiment poser problème, c'est à ce moment-là que les symptômes apparaissent, puis tout arrive d'un coup. Donc, pas hésiter à faire des suivis réguliers chez votre vétérinaire, des consultations pour vérifier effectivement qu'il n'y ait pas un début d'arthrose qui se mette en place, qu'il n'y ait pas un problème au niveau des organes avec des prises de sang. C'est la bonne solution. Après, s'il ne montre pas qu'il a mal, a priori... Ben non, justement, des fois, il ne le montre pas. C'est ça le piège. Des fois, il ne le montre pas. C'est pas toujours évident de se rendre compte de la douleur de l'animal parce qu'il y en a certains qui le masquent. Donc, pour ça, il faut évidemment connaître son chien. Mais si jamais on a peur de ne pas savoir, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à poser la question et aller voir un professionnel. Merci Dr Tardif. Une question de Lise qui a un Yorkshire qui a 3 ans et depuis qu'il est petit, dès qu'il entend une sirène, pompier ou SAMU, il se met à hurler à la mort. Pourquoi fait-il ça? J'ai l'impression que ça lui fait mal. On en connaît une autre qui fait ça, c'est la Miss Nala. Et c'est très fréquent chez les chiens. Alors bon, ils ne le font pas tous, mais très souvent ils réagissent effectivement au bruit, et notamment les sirènes. Ça a tendance à être un bruit qui les stimule beaucoup. Et c'est un petit peu. Alors je ne sais plus quel dessin animé, il me semble que c'était le dessin animé avec la ville des animaux, là où on voyait les loups où le fait d'hurler était contagieux loup à loup. Eh ben, c'est pas faux. Effectivement, un chien qui entend un hurlement comme ça va avoir envie lui-même d'en produire. Les sirènes, ils doivent le confondre un peu avec les hurlements de loup. En tout cas, ça les stimule pour eux-mêmes se mettre à chanter. Donc, ça ne leur fait pas mal a priori. Ah non, ça leur fait pas mal. Non, en général, ils chantent, vraiment. Ils répondent au bruit en exprimant un en plus, mais ça n'est ni une réaction due à la peur, ni à quoi que ce soit. Vous pouvez même renforcer cette réaction en le stimulant à un moment, en disant oh, c'est bien, en le félicitant, ou des choses comme ça peut être assez amusant. Très bien. Une question de Nadia. Mon chouchou de 1 an mange beaucoup plus quand il fait froid. Est-ce normal, sachant que plus il fait froid, plus il demande à être dans le jardin? Oui, alors oui, c'est ça.
Quand il fait froid, le corps réclame plus d'énergie pour maintenir sa température. Après, la différence, c'est pas non plus, il ne va pas 2 fois plus manger, mais effectivement, on a plus de besoins pendant l'hiver hein, pour la même activité parce qu'il faut produire de l'énergie pour maintenir sa chaleur, tout simplement. C'est un peu comme nous quand l'hiver on préfère la raclette à la salade et l'été la salade à la raclette. On va dire que chez nous, il y a une tendance culturelle qui vient à l'origine pour répondre à ça, effectivement. En général, on a tendance à devoir économiser plus d'énergie pour l'hiver, donc avoir des plats plus riches. Après, chez nous, il y a la culture qui est rajoutée par-dessus, qui vient, on a tendance à manger riche toute l'année, nous. Très bien. Alors, une question de Muriel. Muriel, elle a un chihuahua qui tremble tout le temps, même quand il ne fait pas spécialement froid. Qu'est-ce que ça peut être? Alors ça c'est délicat parce que malheureusement et surtout chez ces petits chiens-là il peut y avoir des phénomènes de tremblement qui peuvent être dus au froid. Effectivement ils sont très sensibles au froid, hein. Les petits chiens produisent moins de chaleur que les gros donc ils la perdent plus vite et du coup parfois ça peut être utile de leur mettre des manteaux, des choses comme ça pour limiter effectivement les pertes de froid pendant l'hiver. C'est pas ridicule du tout, hein. Vraiment un petit chien ça a 2,5 kg, ça ne produit pas assez de chaleur quand il fait -5 ou -10 dehors comme en ce moment. Donc si jamais effectivement il tremble quand il est dans le froid, bon, là, il ne faut pas hésiter. Si par contre il tremble en étant à l'intérieur ou dans une température normale, des fois ça peut être comportemental, effectivement ça peut être dû au stress ou à l'environnement dans lequel il est. Donc ça c'est très difficile de dire pourquoi il tremble parce que ça va dépendre énormément des situations où il se trouve. Mais pas hésiter non plus à vérifier, si jamais vous avez éliminé toutes ces causes-là, qu'il n'y ait pas une douleur qui soit à l'origine des tremblements. Des fois les douleurs arthrosiques vont faire ça et chez un petit chien on n'y pense pas forcément, s'il est tellement petit que on ne suppose pas toujours forcément qu'il a mal aux hanches, on ne voit pas forcément la boiterie, mais des fois ça peut être ça effectivement. Et comme il a une douleur qui est lançante et chronique, on observe des petits tremblements sur les pattes, des choses comme ça. Merci docteur Tardif. Une question de François, il a un cavalier King Charles de 7 ans qui s'est mis à tousser depuis quelques semaines. Est-ce qu'il a attrapé froid? Eh ben, on en parlait tout à l'heure, effectivement les cavaliers King Charles, c'est une race qui est très sensible aux maladies cardiaques. À savoir entre 8 et 12 ans, 100% des cavaliers King Charles développent une pathologie cardiaque. Hein. C'est génétique chez eux et donc quasi inévitable. Donc il faut extrêmement se méfier de ça dès qu'il y a des symptômes respiratoires avec des toussautements. Ça peut être ça. D'autant que tout à l'heure j'ai focalisé sur l'idée qu'il peut y avoir des décompensations brutales et une longue évolution avant invisible, mais des fois c'est pas comme ça que ça se passe, on a une évolution qui est très lente et parfaitement visible, donc avec une toux qui va apparaître d'abord très espacée, puis de plus en plus régulièrement, puis un animal qui va être, on dit, intolérant à l'effort, c'est-à-dire de plus en plus, il ne pourra pas taper dès qu'il commencera à manifester un effort, en fait, il va être essoufflé et il n'aura plus assez d'oxygène pour s'alimenter. Donc ça, ces signes-là, effectivement, signifient qu'il y a une pathologie cardiaque qui est en train d'évoluer et il faut aller consulter pour aller vérifier au niveau de son cœur s'il n'y a pas de souci. Après, un train peut en cacher un autre. J'ai parlé des pathologies cardiaques, mais les maladies respiratoires, enfin tout ce qui provoque des toux ou des problèmes respiratoires, ça peut aussi être dû à des coups de froid ou des infections, des bronchites, pneumonies, enfin l'ensemble des problèmes respiratoires autres que cardiaques. Donc il ne faut pas hésiter à les consulter en cas de doute, de toute façon, sur des symptômes comme ça, pour aller vérifier qu'il n'y a pas d'autres anomalies aussi. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, docteur Tardif, pour toutes ces réponses. Merci à vous qui les avez posées et qui avez suivi ce live toujours avec intérêt. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live avec le docteur Tardif. Ce sera aussi sur les chiens, mais ce sera plus un Facebook Live sur le thème du bien-être du chien. Comment le rendre heureux, comment le divertir, comment lui apporter des sources de joie pour qu'il vive bien à nos côtés. Et puis en attendant, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au docteur Tardif ainsi qu'à la communauté Wamiz dans la rubrique questions-réponses de Wamiz. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup et à bientôt sur wamiz.com. À la semaine prochaine.